Chers téléspectateurs de SAT-TV, le plaisir est pour moi de vous retrouver dans votre émission Au cœur de la littérature. Comme je vous le disais tantôt, la Guinée regorge de jeunes pétris de talent et aujourd'hui sur ce plateau, nous avons un jeune écrivain. Il s'agit bien sûr de Amadou Djoulde Baldé. Il est diplômé en administration des affaires publiques à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il est actuellement enseignant-chercheur et auteur de 2 ouvrages, notamment Le pouvoir pour le pouvoir et Kaledio ou le destin d'une héroïne. Amadou Djoulde, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Alors Amadou Djoulde, vous êtes enseignant où? Bon, je suis enseignant au complexe scolaire Yamasafouba. C'est là que j'ai fait mes études et je suis revenu pour servir là. Je suis là aujourd'hui. Bien, comme vous êtes là en tant qu'auteur et non pas en tant qu'enseignant. D'accord, on va commencer par votre premier ouvrage qui est Le pouvoir pour le pouvoir. C'est cela? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Mon premier ouvrage, c'est Le pouvoir pour le pouvoir. Il a été édité chez Edilivre Paris. C'est un ouvrage qui parle de l'actualité politique guinéenne ces dernières années, parce que moi-même j'étais victime de bavures, je veux dire même policières, entre griffes, qui sont favorisées par l'utilisation de l'ethnie à des fins politiques. On appelle ça l'ethnostratégie. Donc, en 2010, à l'issue de l'élection présidentielle qui a conduit le professeur Alpha Condé au pouvoir, donc j'ai été attaqué comme beaucoup d'autres Guinéens. Et la maison familiale incendiée à Koulouma et moi blessé, les gens m'ont pleuré vivant. Je ne suis pas mort, mais ils m'ont donné comme quelqu'un, ils étaient en train de chercher mon cadavre. Et donc ça m'a beaucoup marqué, parce que c'est des gens de mon quartier, des voisins. Et c'est quoi le crime? C'est le fait d'être d'une autre communauté, quoi, la communautarisation de la vie politique, comme je le disais. Donc, ils étaient conduits par 2 jeunes qui sont fils du garde rapproché du président Alpha Condé d'ailleurs, que j'ai appelé dans le livre Makaraba. Makaraba, c'est la déformation de Bakamara. Bakamara, Mamadou Bakamara, que les gens appellent dans le quartier Koloma Mouriba. Paix à son âme, il a été touché lors de la prise du pouvoir par le CNRD. Et donc, ce sont ces enfants qui avaient des tenues de leur père, qui ne sont pas des militaires d'ailleurs, qui avaient des armes également, et qui venaient, ils ont tiré qu'on appelle ça, ce qu'on va dire le côté adverse, c'est la politique, et notre maison était au milieu de ce champ de bataille-là, et donc j'ai été attaqué. Et la maison familiale incendiée, ça m'a tiqué et j'ai dit qu'il faut que je partage cette histoire parce qu'il y a d'autres qui sont victimes mais qui malheureusement n'ont pas les capacités peut-être que j'ai. Donc si je comprends bien, dans l'ouvrage, vous avez retracé ce qui s'est passé? J'ai retracé ça, je rends hommage à ceux qui sont victimes de la barbarie policière que le pays a connue justement avec la venue du président Alpha Condé au pouvoir, malheureusement. Bien, alors le titre de votre ouvrage, Kaledio, que j'ai d'ailleurs déjà l'exemplaire qui m'a été offert par Ouraïsiou, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Kaledio, qu'est-ce que ça veut dire? Kaledio, c'est mon deuxième ouvrage. Kaledio. C'est une expression poule, c'est un mot poulard. Je ne sais pas si je ne suis pas chanteur, mais si vous écoutez la musique, je rends hommage ici à Saïdou Sow, qui a été c'est lui qui m'a donné ce nom. Pas que lui, il y a aussi Baba Mal du Sénégal. Kaledio, si on est au Fouta, on dit Djiounkale. Djiounkale, c'est une dénomination qui permet de magnifier la jeune fille au Fouta. Et c'est pourquoi, si vous voyez derrière, j'ai dit que cet ouvrage, si vous voulez, c'est une étoile, l'étoile polaire qui éclaire la Terre à la mi-mars. À la mi-mars, la nuit de la mi-mars, on dit le 13e jour du mois de mars, cette nuit, la lune commence à 19h et elle est là jusqu'à 6h. Et elle éclaire tout le monde et c'est là que vous allez voir l'étendue de la beauté de la femme Peul du Fouta. Et c'est pourquoi je l'ai habillée comme ça aussi, vous allez voir. Donc Kaledio, c'est le dernier degré de la beauté d'une femme Peul. Voilà, en termes clairs. Moi, je suis Peul, mais ça, je ne le savais pas, carrément. C'est ça, le déracinement. Donc je suis déracinée. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est aussi ça,
Le déracinement, je n'ai pas dit que vous êtes déraciné. Voilà. Alors, dans votre livre, il y a un premier passage qui a carrément retenu mon attention. Hein. C'est la conversation entre Amadou et son père, là où son père apprend à la radio que le fondement même de leur société, qu'il appelle, lui, je crois, le mariage, la polygamie et l'excision. La polygamie et l'excision, justement. Oui, voilà. Ce que je n'ai pas compris, parce qu'il y a eu deux conversations. Son père qui est pour ses pratiques et lui qui pense que voilà, qu'on doit adapter les réalités à la culture. Ce que je voudrais savoir, c'est la position de l'auteur, en fait. Parce que je n'ai pas vraiment compris. Ok, je vous comprends. C'est un peu flou. Je n'ai pas voulu trop me prononcer sur cette question, notamment liée à l'excision. Parce que oui, comme vous l'avez constaté, en Afrique, nous pensons que le seul moyen que nous disposons pour garder nos femmes à la maison, pour garder nos femmes et pour pouvoir les contrôler, c'est l'excision. Une femme non excisée, nous pensons que c'est une femme qui est difficile, insatiable, je veux dire, et donc qui a besoin de beaucoup d'efforts pour être satisfaite sexuellement parlant, voilà, pour toucher du doigt la réalité. Ces valeurs, nous les avons dans la tête et c'est ce que le vieux défendait. Et le jeune, il est jeune. Voilà, oui, voilà, il vit son temps. Donc il dit que chacun est libre d'utiliser son corps comme il le pense. Justement, c'est une chose contre laquelle les anciennes s'insurgent. Voilà. On ne doit pas utiliser pour eux notre corps comme nous pensons, mais on doit l'utiliser humainement. Et lorsqu'on le fait comme nous le pensons, tel que nous le voulons, on cesse d'être humain pour être sauvage. Bien, alors je reprends encore parce que ma question n'a pas encore été répondue. J'ai bien compris le passage. Je dis que la question que je me pose, c'est la position de l'auteur. La position de l'auteur par rapport à la question, du mariage forcé. Du mariage ou c'est pas voilà, la polygamie. La polygamie, d'accord. La polygamie, je n'ai rien contre la polygamie, moi. Et parce que je me dis que surtout qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, si les hommes refusent de se marier à 2 ou 3 femmes, il y aura beaucoup de femmes au chômage. Et ces femmes au chômage vont voler les maris des autres dans la maison et on ne sera pas tranquille. C'est toujours les raisons que vous avancez. Pour qu'on soit tranquille, il faudrait que chaque homme se trouve au moins 2 femmes pour pouvoir contrôler les femmes. Une femme non mariée, elle est dans la rue et puis elle sera une voleuse de mari. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'excision, c'est un sujet autour duquel je ne voudrais pas trop m'attarder, franchement, parce que je ne connais pas les raisons médicales qui font que les gens disent de l'interdire. Mais pour moi, c'est en fait une pratique qu'il faut peut-être améliorer, mais qu'il ne faut pas écarter, carrément. Alors, je comprends. Alors, justement, en parlant de l'œuvre, parce que Kaledio, c'est une œuvre qui a, il faut le dire, qui a fait beaucoup de bruit, hein, parce que moi, j'ai vu beaucoup sur les réseaux. C'est par la suite que j'ai eu le plaisir de parcourir votre œuvre. Donc, est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur le résumé de l'œuvre? Mon Kaledio, c'est une œuvre que j'ai produite en tenant compte de la raison principale d'existence de la littérature. Vous savez que si la société est parfaite, la littérature n'aurait pas sa raison d'être. C'est l'imperfection humaine qui fait que la littérature est importante. Elle est là pour corriger les tares qui minent notre existence du jour au lendemain. J'étais en partance sur Koya, c'est un fait réel que j'ai maquillé pour faire à travers ce qu'on appelle la romance. Un maquillage artistique justement, mais je suis allé d'un constat qui est réel. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la famille de Kaledio qui m'a empêché et qui continue à m'empêcher à porter plainte et me constituer en partie civile pour attaquer cet homme-là qu'on dit Kalissi dans le livre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je quitte Koloma pour aller à destination Koya. On arrive pas 36, mais plutôt à la cimenterie. Le chauffeur qui conduisait le véhicule a reçu un appel en provenance de Fofoméré. Fofoméré, c'est un quartier de la cimenterie. Et cet appel informait à mon chauffeur l'aggravation de la maladie de cette femme que j'ai appelée Kaledio. Et on a ajourné le programme de Koya pour se rendre à Fofoméré. Tenez-vous bien, dès qu'on arrive, on trouve que justement c'est une femme en agonie. C'est une femme qui est entre la vie et la mort. Et elle va mourir dans mes mains, moi.
Mais qu'est-ce qui l'a conduit à cette mort? On pouvait éviter cette mort. C'est vrai, c'est Dieu qui tue. Mais en réalité, cette mort-là, on pouvait l'éviter. Elle est morte parce qu'elle est trop juste. Elle est morte parce que son mari est trop injuste. Et je me suis dit que ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a enceinté, ce qui est vrai, l'histoire vraie, il a enceinté, il ne revient plus à la maison, il est devenu ivre, hein. Il est entre les bars, les maquis, etc. Et puis il ne rentre pas à la maison. La femme enceinte ne veut pas quitter là-bas pour aller chez ses parents parce qu'elle dit, exposer mon mari, c'est de m'exposer. Je préfère rester comme ça dans l'espoir qu'il va changer. C'est quand même mon mari, c'est le père de ma première fille parce qu'elle avait déjà une première fille. Donc dans cette optique-là, l'homme ne va pas changer. Elle est là, elle va accoucher, elle va beaucoup saigner. Ce saignement-là ne va pas la laisser et ça va l'emporter. Elle est morte, moi, dans mes mains. On a pris ce corps. L'homme n'est pas encore venu. Il ne connaît même pas que sa femme est morte. Il est dans la rue, ivre. C'est un ami qui va aller le chercher dans la ville. Il est 14 heures. Quand quelqu'un meurt, il a droit à un enterrement. Mais est-ce qu'il faut enterrer la femme de quelqu'un à son absence? Point d'interrogation. Les religieux sont venus intervenir. Ils ont dit de prendre le corps. On va l'amener, qu'on appelle ça, on va l'amener à la mosquée pour la prière. On est en train de faire la prière. La fille là, la première fille de la femme, la défunte, elle passe devant nous et elle dit en bon poulard. Et Allah ça veut dire quoi? Bon Dieu, ils vont tout à l'heure enterrer ma mère à l'absence de mon père. Pour celui qui connaît son père, il ne peut pas ne pas pleurer. Et c'est pourquoi on s'est mis à pleurer. Beaucoup parmi nous n'ont pas pu terminer la prière. Donc depuis ce jour-là, dès que je suis rentré à la maison, j'ai pris ma plume pour pouvoir relater ça. Parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui vivent le même scénario. Il faut que ça cesse. Voilà. En tout cas, c'est une histoire très touchante parce que moi, quand j'ai lu le livre, j'étais loin. Ok, je pouvais penser que, parce que le plus souvent, dans les romans, on s'inspire toujours d'une réalité, mais je ne pouvais pas penser que l'histoire telle qu'elle était, vous vous êtes inspiré d'une vraie histoire. Carrément, c'est très très touchant, hein, vraiment. Mais en tout cas, c'est un bon livre que moi j'ai aimé le contenu. En fait, nous avons ce problème dans nos sociétés. Les femmes, il faut toujours qu'elles se taisent pour se dire que non, c'est pour protéger la réputation de ma famille et tout. Donc, c'est ce qu'on appelle le mauvais côté de la tradition, en fait. Donc, Amadou Djoulde, que pensez-vous des écrivains de la nouvelle génération? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes talents. Hein. On est là et puis on est encadré heureusement, il y a des maisons d'édition qui commencent à naître parce que c'était ça la plus grande difficulté qu'on avait. Et ces maisons d'édition qui nous accompagnent, il y a du talent en Guinée. Les gens peuvent vraiment produire et puis voilà. Donc les jeunes, à mon avis, la littérature guinéenne a un bel avenir en fait, avec les jeunes auteurs. Et bien souvent, les jeunes auteurs eux-mêmes, ils se plaignent. Il paraît qu'il y a beaucoup de difficultés avec certaines maisons d'édition. Les difficultés existent toujours. Et je pense que ça va toujours exister d'ailleurs. Voilà. Les maisons d'édition, j'ai dit, ça n'existait pas. Sauf peut-être l'Harmattan qui se battait, d'autres. Mais sinon, aujourd'hui, il y en a. Ça commence à vraiment naître dans le pays, ce qui est encourageant. Pour un début, il y a ces difficultés-là. Parce que toi, auteur, c'est toi qui as produit. Mais le plus souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on travaille pour les éditeurs. Donc peut-être c'est de ce côté-là, il faut que ça évolue, mais avec le temps, ça va évoluer. Ça va évoluer. Le fait que les maisons existent, à mon avis, c'est une bonne chose. Oui, alors Amadou Djoulde, on tend vers la fin de cette émission, mais je m'en vais vous poser cette dernière question. Vous me donnez le nom de quelques auteurs de la nouvelle génération qui vous ont marqué à travers leur œuvre. Les auteurs qui m'ont... D'abord, ces auteurs-là, je dis qu'ils sont bons, ils produisent de belles œuvres liées à l'évolution de la société. Mais celui-là qui m'a beaucoup plus marqué, c'est Talibé Baldé, Cheikh Talibé. À travers son ouvrage. Talibé m'a beaucoup marqué, sincèrement. C'est un jeune, je suis plus âgé que lui, hein, il m'appelle frère, mais moi je l'appelle maître. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Et quand c'est pas bon, il faut aussi reconnaître que c'est pas bon. Talibé est bon, il a
il a des belles réflexions et je pense que c'est un jeune d'avenir dans la littérature. Au-delà de Talibé, il y a un jeune écrivain qui s'appelle, comment il s'appelle? Juntu, n'est pas Juntu, plutôt un jeune écrivain en Guinée, le nom m'échappe, qui a écrit Les Étoiles de Nourou. J'en ai entendu. Ouais, donc c'est un jeune handicapé, très courageux. Mais il ne sait pas marcher. Je Il crois que je l'avais vu lors du pitch littéraire. Il y était. Justement. Donc c'est un jeune aussi qui est dans la maison d'édition Innov. Et franchement, il a sa plume, et une belle plume, et il a le courage. Et c'est un jeune qui me marque beaucoup je me dis, s'il est handicapé, il fait ça, et s'il n'était pas handicapé. Donc je pense que ce sont des talents, comme je l'ai dit, ce sont des talents à découvrir et à encourager. Amadou Julde, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Le plaisir est partagé. Merci. Chers téléspectateurs de SAT TV, c'était votre émission Au cœur de la littérature. On se reprend très prochainement. Merci.